Bonjour, bienvenue dans Femmes d'Exception. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison. Donc, nouveaux horaires, nouveaux jours. Désormais, Femmes d'Exception, c'est du lundi au vendredi de 10h30 à 11h. Mais tout de suite, place à mon invitée qui a été élue par un magazine américain comme l'une des 10 femmes qui ont marqué le XXe siècle, de par bien d'autres choses, vous le découvrirez lors de l'émission. Il s'agit de Violaine Vanoyek. Bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir et puis de pouvoir faire cette demi-heure avec vous et vous connaître un petit peu mieux pour ceux qui ne vous connaissent encore. Vous venez de sortir aux éditions Lafon une trilogie sur le roi. Donc Roi d'Égypte, c'est La Vengeance, c'est le dernier volume. Et le 2, c'est Le Justicier. Et il y en avait un. Bien il sûr, s'est égaré entre les étages, on l'a pas retrouvé. Donc on a l'arrêt entre les étages, on l'a pas retrouvé. Donc on a les deux derniers. Ouais. Donc évidemment, on en parlera aussi au cours de l'émission. Mais ce que je vous propose, eh bien, afin de mieux vous connaître, c'est de regarder votre portrait. Donc tout de suite, portrait. À 17 ans, elle aurait pu accepter la proposition extraordinaire d'un grand couturier et devenir top modèle. Mais Violaine Vanoyek a choisi d'autres voies et c'est aujourd'hui un écrivain célèbre de formation latiniste, helléniste, égyptologue et linguiste, professeur de littérature et de civilisation ancienne qui se consacre aujourd'hui à son œuvre. Violaine Vanoyek est également célèbre pour ses activités médiatiques. Elle a conçu et présenté des émissions de radio sur France Inter, RMC, RTL et de télévision sur France 2, France 3 ou Histoire. C'est sa carrière littéraire qui lui a donné une dimension internationale. Avec 57 livres parus, traduits dans 47 pays, elle est l'un des auteurs français les plus lus dans le monde et ses recherches exceptionnelles en égyptologie lui ont valu d'être saluée par un magazine comme l'une des 10 femmes qui ont marqué le XXe siècle. Et ses dons ne s'arrêtent pas là. Ayant pendant longtemps partagé sa vie entre l'écriture et la musique, comme pianiste virtuose de renommée internationale, elle a enregistré plusieurs disques et donné des concerts avec les plus grandes formations du monde entier. Mais la grande passion de Violaine Vanoyek, à laquelle elle a sacrifié tant de talent, reste l'Antiquité et l'égyptologie. Conférencière dans le monde entier, elle est consultée par toute la presse sur les fouilles grecques, turques, libanaises, chypriotes, égyptiennes, et les musées font appel à ses services pour dater les pièces retrouvées et les exposer. Depuis plus de 20 ans, elle travaille avec des chercheurs de renommée internationale et reconstitue la vie des pharaons de la 18e dynastie. Elle vient de faire des découvertes importantes et écrit en ce moment une saga égyptienne en 27 volumes, dont plusieurs ont déjà paru. Collaboratrice et critique littéraire à plusieurs magazines dont L'Express, Science et Vie ou encore Géo, Violaine Vanoyek dirige une collection du groupe Média Participation intitulée Histoire et Histoire. Ses responsabilités professionnelles, sa passion, sa vie trépidante ont bien sûr inspiré plusieurs maisons de production qui ont tourné un film sur sa vie. Enfin, dernier succès et non des moindres, son autobiographie Les pharaons mènent à la vie éternelle va être adaptée au cinéma. Bon, alors quand on voit votre parcours, moi la première question, mais comment vous faites pour tout mener de front? C'est pas possible, vous avez plusieurs vies en une. On a l'impression comme ça qu'il y a plusieurs vies. En fait, je le dis toujours, c'est une question d'organisation. Bon, d'abord, je vais vous dire très franchement, c'est vrai que cette vie professionnelle empiète considérablement sur ma vie privée et que je commence à être fatiguée un petit peu. J'ai beaucoup donné. Ça me rassure, ça me rassure. Oui, parce que je suis quand même un être humain, j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup fait. En plus, j'ai un gros défaut, c'est que je suis perfectionniste et je suis très exigeante vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de moi-même aussi. Et donc finalement, je m'investis à 100%. J'ai horreur des choses approximatives, donc je donne beaucoup. Et même quand j'écris un livre, je veux dire, j'essaye vraiment de donner le meilleur de moi-même. Du coup, forcément, on en sort épuisé. Et là, j'avoue que j'aimerais bien prendre quelques semaines de repos. Vous savez, je crois qu'en 20 ans ou 30 ans, je ne sais plus, je n'ai pas pris une seule journée vraiment de repos où on se dit on va buller, on va faire ce qu'on a envie de faire, etc. Tout est toujours contrôlé. J'essaye de voler un petit peu, par exemple faire du sport, 1 heure par-ci, 1 heure par-là, mais c'est terrible parce que j'ai du mal à la trouver, en fait. Mais voilà. Pourquoi justement cette recherche, on a l'impression comme ça d'une recherche effrénée, vous êtes une boulimique de travail, de l'extérieur d'un sentiment. Mais j'adore le travail. Donc voilà, donc finalement les vacances c'est peut-être pas pour vous tout simplement. Mais je suis née en aimant le travail, puisque quand je me souviens, c'est vrai, j'avais 5-6 ans,
évidemment, on n'a pas de travail à ce moment-là, mais je m'en créais. Alors, je m'inventais, par exemple, des sujets pour travailler dessus, pour imaginer, pour créer. Et puis, alors, je vais vous dire quelque chose, je ne sais pas si je ne crois pas trop aux astres, mais je suis taureau et je crois que le taureau est un peu créateur et j'ai toujours besoin de faire quelque chose. Ça aurait pu être de la peinture, de la sculpture, mais vraiment de la création. Donc, à partir de là, si je ne fais pas quelque chose dans la journée, mais j'ai l'impression que ma journée, elle est morte, quoi. Alors effectivement, c'est vrai quand vous dites que ça aurait pu être de la peinture ou autre chose, on s'aperçoit que vous êtes allé dans plein de branches différentes parce que on va parler évidemment de votre passion pour l'Égypte, mais avant ça ou parallèlement, il y a aussi la musique qui a une grande place dans votre vie puisque vous étiez pianiste, concertiste, et quand on sait déjà comme c'est difficile en faisant ça à plein temps d'être concertiste et pianiste. En fait, je vais vous dire très très franchement, c'est pas forcément partir dans des voies différentes. Il y avait deux voies vraiment qui m'attiraient, qui me passionnaient. Bon, il y avait la musique, mais je vais peut-être choquer certaines personnes, mais la musique en fait était tellement facile pour moi qu'elle ne me suffisait pas. Voilà, il me fallait un complément de création, quelque chose peut-être de plus ardu, de plus exigeant. Bon, et puis j'avais de l'autre côté effectivement la littérature qui s'est un petit peu mêlée à mon goût pour l'Antiquité, qui s'est déclenché vers l'âge de 10 ans, puisque j'ai été tout de suite attirée par la Grèce et ce qu'on appelle les vieilles pierres. Bon, et comment justement de la Grèce, je me suis passionnée pour l'Égypte parce que forcément ce sont des civilisations qui ont beaucoup de liens les unes avec les autres et que j'ai été amenée non pas à travailler seulement en Égypte et en Grèce, mais dans tout le bassin méditerranéen, également au Maroc, en Tunisie, en Sicile, enfin partout où finalement il y a j'allais dire des antiquités. Bon, quelquefois ça peut être péjoratif, mais c'est vrai que je connais quasiment tous les endroits de fouilles en Grèce, par exemple, et j'ai des liens avec les équipes qui fouillent sur place. Je garde des relations avec eux, avec les responsables d'antiquité, donc je sais à peu près tout ce qui se trouve dans ces époques qui m'intéressent, qui vont de l'an 3200 avant Jésus-Christ, date des pyramides, jusqu'à, on va dire, le 4e siècle après Jésus-Christ. C'est énorme, c'est une période. Mais c'est très vaste. Mais justement, la Grèce, je crois que vous avez été pour les JO d'Athènes, vous étiez sur France 2. Oui, mais c'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, je m'intéresse beaucoup à l'histoire des Jeux Olympiques, les sports olympiques à leur origine. Et ça fait des années, ça fait plus de 20 ans que partout où je vais, je trouve des petites choses. Mais ça peut être en Turquie, ça peut être en Grèce, ça peut être en Égypte. Vous savez qu'en Égypte, on a retrouvé des listes de vainqueurs olympiques. C'est même pas en Grèce qu'on les a retrouvés, c'est en Égypte. Et d'ailleurs, vous dites qu'on n'a rien inventé. Que oui. le côté, d'ailleurs, jeu, ça signifie au départ... Oui, il y a beaucoup de parallélisme avec aujourd'hui. Alors, je me suis amusée, effectivement, le dopage, l'argent, tout ça. L'argent, le professionnalisme qui apparaît, effectivement, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, c'est vrai que quand on dit, avant, on était amateur, on se demande quand, parce qu'il faut remonter vraiment à l'époque des tout premiers Jeux. Et donc, ça fait plus de 20 ans que j'essaie de reconstituer un petit peu les épreuves olympiques. D'ailleurs, c'est pas seulement en Grèce. Par exemple, là, je me suis intéressée aux Chinois. Vous savez que les prochains Jeux ont lieu en Chine. Non, mais je me suis intéressée aux Jeux, aux origines des Jeux. Par exemple, les Chinois ont inventé le football, donc c'est intéressant de voir comment, pourquoi, etc. Et puis quand on voit des vieilles gravures, des très très vieilles gravures, on voit déjà du hockey et du foot. C'est incroyable parce qu'on se dit, mais vraiment là, on n'a rien inventé. Et donc du coup, il est vrai que RTL, si on peut le citer, que France 2 m'ont appelé pour être consultante au moment des JO d'Athènes. Bon, c'était un petit peu logique, on va dire. Et puis finalement, je reviens maintenant à chaque fois qu'il y a des JO, même pour les JO d'hiver de Turin, effectivement, on m'a demandé quelques... Moi, je voulais savoir comment vous travaillez, parce qu'en fait, on voit que vous partez évidemment très souvent sur le terrain. Vous dites à peu près tous les 2 mois, vous êtes sur des terrains de fouilles. Alors, est-ce que c'est ce que vous trouvez qui vous donne envie d'écrire après sur un pharaon, ou c'est l'inverse, vous avez envie de trouver des choses sur un pharaon, donc vous y allez? Et comment ça se passe? En fait, c'est une sorte d'alchimie, c'est-à-dire que, si vous voulez, moi j'ai écrit mon premier livre, pour vous donner une idée. Bon, j'ai commencé par la poésie, je devais avoir 14-15 ans, mais ce sont des livres qui ont quand même été parce que 17 ans, premier livre, Clair de Lune, je crois. Clair de Symphonie, ça c'est le roman. Et puis j'avais écrit avant des livres de poésie qui ont musique et qui ont été ensuite, qui sont sortis ensuite sur disque. Et j'ai beaucoup travaillé avec des comédiens comme Dominique Paturel. On se souvient de la voix de JR, vous savez, dans Dallas, c'était lui.
Et donc, des gens comme Dominique étaient très chaleureux, qui ont aimé travailler la poésie. Et donc, ça nous a permis de travailler ensemble, de faire des disques qui ont connu un bon succès pour des disques de poésie. Et d'ailleurs, on a sorti les premiers numériques, on va dire, à l'époque. Bon. Et donc, c'est effectivement, j'ai commencé par ce travail. Et puis après, j'en suis venue au roman. Mais mon premier roman, Clair de Symphonie, est sorti dans la foulée, puisque je n'avais même pas encore passé l'agrégation. Donc, c'était assez tôt. Donc, j'avais ce travail de création qui m'était vraiment nécessaire, utile, presque nécessaire. J'allais dire que au lieu de travailler l'agrégation, à un moment donné, j'ai écrit mon roman. Je fais les deux parallèlement, mais c'était pas très raisonnable. Je dois le reconnaître aujourd'hui, mais ça vous montre que j'avais vraiment besoin de le faire. Bon, et donc l'écriture est donc pour moi nécessaire. Parallèlement, il se trouve que je faisais effectivement un cursus sur l'histoire antique, que je vais très souvent sur place, effectivement, pour parfaire toutes nos connaissances et essayer de découvrir d'autres choses. Parce qu'il y a tellement de choses à découvrir, notamment en Égypte. Il y a plus de 65% de choses encore à trouver. C'est une évaluation, c'est énorme. Donc, il y a, pour répondre à votre question, il y a les deux qui se sont mêlés sans que je réfléchisse trop pour savoir si je voulais écrire à partir de mes découvertes ou si c'était l'inverse qui se produisait. En fait, il y a une fusion des deux. Une nécessité d'écrire, qui peut être d'ailleurs aussi bien de la fiction que de l'histoire. Et puis cet amour que j'ai, cette attirance pour l'histoire antique, pour ses découvertes. Et ça, c'est vraiment, j'allais dire, quelque chose auquel j'ai consacré une grande partie de ma vie. Et donc, effectivement, il y avait la musique là-dedans, si je puis dire, qui ne me satisfaisait pas complètement, mais qui me semble absolument nécessaire dans la vie. Toujours ? Ah oui, moi, je ne pourrais pas. J'estime que la musique fait partie de la vie, c'est absolument nécessaire. Pour moi, c'est quelque chose on peut pas vivre sans musique, comme on peut pas vivre sans sport, à la limite. Voilà, c'est quelque chose de naturel. Vous trouvez le temps de jouer, parce que c'est quand même beaucoup d'entraînement, il faut jouer régulièrement. J'essaie de trouver le temps d'eux. Par contre, je vais être très franche, tous les concerts que je donnais avant, d'une manière, je donnais une certaine période avec un calendrier bien arrêté, etc. Bon, il est vrai que maintenant, ça m'est quasiment impossible. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas revenir à quelque chose, justement, à redonner des concerts, oui, d'une manière plus régulière, mais dans ces cas-là, il faudra que je limite les voyages, mais pourquoi pas, parce que j'ai pas mal avancé justement dans ce que je voulais faire. Je suis, comme je vous le disais, en liaison avec beaucoup d'équipes sur place et beaucoup de directeurs des antiquités. Et vous savez, à la limite, quand par exemple on va dans une tombe et qu'on déblaye une tombe, c'est pas la peine pour un historien d'être forcément sur place. Ce sont les ouvriers qui font ça. Et donc pour nous, notre tâche consiste à déchiffrer les hiéroglyphes, à essayer de comprendre les objets et à les dater, que l'on trouve, mais pas forcément à faire ce qu'on appelle le gros œuvre. Donc ce qui vous donnera un petit peu plus de temps. Voilà. Et comment on parlait de musique, quel est un des compositeurs que vous affectionnez particulièrement? Alors, j'allais dire un peu bêtement, Chopin, bien évidemment, pour le phrasé, parce que je trouve qu'il a un phrasé qui est inégalé, vraiment. C'est un énorme plaisir de le jouer, vraiment. Et puis, quelque chose, des compositeurs où il faut un peu plus de technique, brillant, éclatant, mais j'aime pas non plus que ça fasse un peu matu vu. Donc ça peut être Shostakovich, ça peut être Rachmaninov, ça peut être Prokofiev, donc beaucoup de Russes. Alors techniquement c'est effectivement magistral, mais d'un autre côté je ne veux pas non plus que ça le soit trop, parce que le piano ça sert à rien de taper dessus comme une bête. Il faut aussi justement des sentiments, aussi des choses qui voilà, faire ressortir toute la mélodie. Et quelquefois ce que j'ai tendance à reprocher justement à ces compositions, c'est qu'elles sont justement un peu trop techniques. Voilà, enfin bon, mais il y en a beaucoup d'autres. Et je voulais savoir aussi comment réagissez-vous aux critiques, parce que quand même vous avez écrit plus de 60 livres, vous êtes paru au moins traduit dans 47 pays, oui, pas mal forcément que ça suscite la jalousie. Vous êtes une des écrivains les plus lus, écrivains français les plus lus, donc je sais qu'il y a quand même on va dire des gens très pointus, etc., qui peuvent contredire votre façon de travailler en disant voilà, 3000, normalement l'Égypte c'est 3000 ans, c'est énorme, on spécialise dans un domaine. Et moi je m'intéresse aussi à la Grèce et voilà. J'écris évidemment. Et donc comment vous réagissez à ces critiques qui peuvent paraître de certains côtés légitimes et en même temps
finalement vous faites quelque chose. En fait, des critiques, j'en ai pas beaucoup eu, si vous voulez, parce que, bon, ayant fait un cursus universitaire, donc ayant passé l'agrégation de lettres classiques de grammaire, j'ai déjà une formation pour cela, naturellement. Hein. Donc j'ai enseigné bien sûr le grec, le latin, la linguistique. Donc à partir de là, si vous voulez, bon, ce sont des collègues. Les autres universitaires sont des collègues. Donc c'est pas comme quelqu'un qui se met à écrire subitement sur l'Égypte, on en connaît, ou sur la Grèce, et qui n'a aucune formation, bon, qui va en Grèce. Un nom particulier Non, pas un nom Non, particulier, mais je rencontre sans arrêt des gens qui vont en Égypte, ils ont une passion pour l'Égypte, ils y vont 2 fois et ils se déclarent égyptologues. Je trouve ça un petit peu curieux, mais qu'importe, moi je ne juge pas, on fait ce qu'on veut. Mais enfin bon, étant donné que moi j'ai vraiment quand même une formation plus que complète sur la question, donc si vous voulez, alors par contre, où les critiques peuvent venir, d'ailleurs elles ne viennent plus du tout depuis bien longtemps, mais où c'est pas des critiques d'ailleurs, c'est des petits grincements de dents, c'est que j'ai pris un parti. C'est que contrairement à mes autres collègues, c'est de ne pas rester dans un ghetto, de ne pas enfermer nos connaissances dans le milieu universitaire, mais essayer de les révéler au grand public. Vulgariser un petit peu la connaissance pour que ça devienne accessible. Voilà, alors j'écris aussi bien dans des revues spécialisées que j'écris sous forme de romans, même si les romans sont toujours écrits à partir de mes recherches et de mes connaissances. Justement, quelle est la part de fiction, alors vous dites, et de réalité? C'est une remise en scène, en fait. En ce qui concerne ma série sur l'Égypte, c'est des remises en scène, mais tout ce qu'on connaît sur les personnages ou sur la période, et c'est même quelque chose de vivant, puisque c'est ce qu'on peut découvrir d'une journée sur l'autre, est placé à l'intérieur des livres. Et à la fin, d'ailleurs, il y a toujours un chapitre qui s'appelle Mystère et découverte, d'une 50aine de pages, qui fait le point sur où on en est, sur l'état des recherches. Donc, ce qui a fait un peu ce qui peut faire grincer des dents, j'en sais rien, mais j'imagine, vous avez raison, c'est le fait que je vulgarise, mais que je fais découvrir ça aussi dans des radios qui sont très populaires. Et même à la télé. Mais que voulez-vous, on est obligé de se mettre à la portée dans ces cas-là du grand public. Et je ne vois pas pourquoi le grand public qui est passionné par ces questions-là, mais vraiment passionné, pas seulement par l'Égypte, par la Grèce, par tout ce qu'on découvre. Mais c'est normal, il y a plein de mystères, extraordinaire. Voilà, et on essaye de soulever les mystères, de lever un peu le voile. C'est normal que tout le monde soit intéressé. Donc moi je trouve tout à fait naturel de communiquer, d'essayer de se mettre à la portée d'un grand nombre, de ne pas s'enfermer dans une tour d'ivoire. Et ça, c'est vrai que j'ai du mal à supporter en France et ailleurs. C'est vrai que c'est très français. Cette idée qui consiste à dire, voilà, on est professeur éminent, etc. Et donc, on reste dans le technique, ne peut comprendre ce qu'on fait. Parce que justement, je crois... C'est stupide. Quand on vous lit, une de vos grandes forces, justement, c'est qu'on a vraiment le sentiment de se retrouver là-bas, avec les odeurs, les sensations, le repas. Enfin, franchement, vous traduisez magnifiquement la vie quotidienne. C'est impressionnant. Tout d'un coup, on est là-bas, quoi, avec tous les sens. C'est gentil, mais je vais vous dire, je vis pas trop dans l'époque moderne. Je suis très moderne, je veux dire que c'est vrai que je fais des émissions, que je suis très en phase avec, mais je suis beaucoup mieux. Je me sens mieux et je crois mieux comprendre finalement la civilisation ancienne. Peut-être parce que je baigne dedans depuis l'âge de 10 ans. Et c'est vrai qu'il ne s'est pas passé une seule journée depuis que j'ai 10 ou 11 ans sans que je lise un texte grec ou de l'égyptien. Donc à partir de là, je crois assez bien les connaître, même au quotidien. Alors il y a une phrase qui m'a un peu interpellée, alors j'ai vu dans une interview, j'ai du mal à me plonger dans la réalité car je suis souvent déçue par le réel. Alors je trouve ça paradoxal parce qu'en même temps vous passez votre temps entre guillemets à essayer de trouver la réalité d'une civilisation. Alors, oui, non, là, ce que j'ai voulu dire, en fait, ce que j'ai voulu dire, c'est pas tellement ça, c'est par rapport à l'éthique de vie, à la philosophie, par rapport aux valeurs. Bon, c'est vrai que, étant passé par le grec ancien, bon, vous le savez, la philosophie grecque, bon, on attache beaucoup d'importance quand on a cette formation, souvent, aux valeurs. Et comme je vous disais, je suis entière. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille plus au fond des choses. J'aimerais que les gens papillonnent un petit peu moins pour justement, peut-être, approfondir davantage ce qu'ils font. Et ça, c'est vrai que j'ai du mal à le comprendre. Voilà, c'est pour ça, c'était juste un clin d'œil. Alors moi, je voulais aussi vous
poser une petite question, mais alors on va dire la plus personnelle, mais puis qui peut quand même concerner les téléspectateurs. C'est que donc vous avez écrit évidemment des trilogies sur les pharaons de la 18e dynastie. Mais alors pourquoi vous n'avez pas écrit sur ceux, on peut dire, qui sont presque les fondateurs, Ahmosis et donc Ahmès Néfertari? Parce que ce sont les premiers. Est-ce que vous allez écrire sur eux? Parce qu'on attend. Mais c'est fait parce qu'en fait la première trilogie, oui, mais c'est pas Hatshepsut. Oui, mais il n'y a pas vraiment une pour eux, quoi. Non, c'est vrai. Alors, je vais tout vous révéler. Bon, j'ai donc commencé mes 27 volumes, parce que c'est quand même une saga en 27 énorme, volumes, par une trilogie sur la reine Hatshepsut. D'ailleurs, j'ai travaillé énormément sur la reine Hatshepsut, parce qu'à l'époque, il y avait plein de mystères autour de cette reine. On ne savait même pas si c'était véritablement une femme, etc. Et je suis quasiment partie de rien. Bon. Et forcément, elle a donc des parents, cette reine, et je suis remontée à Ahmès Néfertari, et qui est donc la première reine, on va dire, de ce qu'on appelle la 18e dynastie, de ce que Champollion a appelé la 18e dynastie, et Ahmosis, qui est son mari, et qui a chassé à l'époque les envahisseurs qu'on appelle Hyksos de l'Égypte, donc qui a redonné l'Égypte aux Égyptiens. Alors j'en ai longuement parlé quand même dans tout mon premier volume d'Hatshepsut, donc j'ai déjà bien... Mais je suis en train de faire la jonction, si je puis dire, c'est-à-dire que je repars de beaucoup plus haut jusqu'à jusqu'aux envahisseurs Hyksos, et donc à partir de là, c'est vrai que ça fera la jointure, mais ça c'est pour un autre travail qui sortira dans 2 ans. D'accord. Et Voilà. qu'est-ce que vous ne savez pas faire? Parce que quand on voit tout le reste, c'est-à-dire tout le reste, vous êtes beaucoup sûre de choses. Est-ce que c'est parce que ça vous intéresse pas? Parce que quand on voit effectivement vos... Alors, et on va aussi faire un film de votre vie, il me semble. Mais il y a beaucoup de maisons de production qui ont fait des petits reportages, minutes. etc. Mais là, non, je non, crois des au 60 cinéma, minutes. Oui, il y a beaucoup de gens qui m'ont suivi un petit peu dans toute ma vie. Et là, effectivement, il y a un projet. Pour l'instant, c'est un projet. Alors, je me méfie toujours parce que vous savez, pour le cinéma, c'est toujours donc très, c'est pas très long. signé. Donc, pour l'instant, c'est un projet bien avancé pour le cinéma. Oui, on va voir. Alors, ça peut être un petit peu... à mon avis, vous n'allez pas peut-être pouvoir vraiment me répondre, mais est-ce qu'il y a un pharaon ou un roi, donc une reine que vous aimez particulièrement, qui vous... Oui, Hatshepsut, oui, parce que Hatshepsut, si vous voulez, elle m'a occupée pendant très longtemps. Je pensais que c'était une reine qui ne m'intéresserait pas. J'y suis venue parce que j'enseignais l'époque mycénienne en Grèce, et donc forcément, elle a vécu à cette époque-là, en Égypte. Et puis, c'était une reine complètement inconnue, et j'ai tellement travaillé dessus, j'y suis tellement allée... par exemple à Luxor, sur son temple, que je me suis à un moment donné complètement pas assimilée à elle, c'est beaucoup dire, mais j'ai l'impression vraiment de la comprendre, que c'était une sœur, que c'était une amie. Et je pense que ça devait se ressentir parce que tous les Égyptiens maintenant, quand je vais en Égypte, m'appellent toujours pour la pharaone parce que je l'avais appelée la pharaone. Et ils me disent, tiens, voilà notre Hatshepsut qui arrive. C'est sympathique, mais en même temps, on ne dirait pas, tiens, c'est Néfertiti qui arrive. Voilà vous voyez ce que je veux dire. Et pourtant, j'ai travaillé sur Néfertiti, mais je me sens plus proche, effectivement, de ce personnage assez incroyable, qui est la seule femme pharaon de l'Égypte, quand même, hein, qui a régné plus de 22 ans. C'est quand même énorme. Alors là, l'émission touche presque à sa fin et nous avons une petite tradition dans l'émission, c'est de finir par 3 questions, femme d'exception. Donc la première, c'est quelle est votre femme d'exception? À l'époque moderne? Ah oui, quelle est votre femme d'exception? Ça peut être n'importe... Ça, c'est difficile, ça. Je peux pas répondre comme ça. Je sais pas. Vous n'en avez pas Non, j'ai pas une femme en particulier à l'époque moderne que non, franchement, je sais pas. Ça peut être une... Non, ça pourrait être une danseuse étoile. Non, je sais pas. Ouais. Franchement, je sais pas. J'ai beaucoup d'admiration, par exemple, pour Mais c'est pas un exemple, mais j'ai beaucoup d'admiration pour les navigatrices, par exemple. Parce que le milieu de l'eau me fait terriblement peur. Je vais passer à la deuxième. Allez-y. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de... Oui. On ne naît pas femme, on le devient, disait Simone de Beauvoir. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? On ne naît pas femme, on le devient. Oui, certainement, c'est possible, mais bon, il y a un côté un petit peu, j'allais dire, féministe qui m'agace un peu. Oui, on n'a pas besoin de s'imposer en tant que femme, on s'impose en tant qu'individu. Et la dernière, quel est votre rêve de bonheur?
Ah, mon rêve de bonheur, alors écoutez, c'est très simple, c'est de faire la même chose, mais beaucoup plus tranquillement Avec du temps. et de profiter de la vie à 100%. Parce que ces dernières années sont passées comme un jet. Évidemment. Et c'est merveilleux. J'ai fait que des choses passionnantes, mais je suis un peu fatiguée. D'accord, alors je rappelle que vous venez de publier donc, la trilogie Horemheb, donc le roi d'Égypte. Alors 1, 2 et 3, puisqu'une trilogie c'est 3, aux éditions Lafon. Oui. Donc voilà. Et puis, eh bien, quant à nous, moi, je vous retrouve demain pour un prochain Femme d'Exception. Mais si vous voulez eh bien, participer à l'émission, si vous voulez vous aussi nous raconter votre destin, votre parcours, n'hésitez pas à le faire sur notre site internet Femme d'Exception tout attaché en minuscule @direct8.net. Voilà, vos témoignages nous intéressent, donc vous pouvez également venir pendant une demi-heure nous raconter votre parcours, votre destin. Violaine Vanoyek, je suis ravie de vous avoir reçu. Et moi, j'étais ravie d'être là. J'ai passé un très bon moment. Merci. Et puis à très bientôt. Certainement. Merci beaucoup. La culture sur Direct.